Merci à tous les trois d'être parmi nous aujourd'hui, du coup, sur cette table ronde qui s'intitule donc IA expérience client, écrire le futur de l'entreprise augmentée. Bon, terme un petit peu inspirant, j'espère, en tout cas pour l'audience. L'idée, c'est effectivement déjà on va pas forcément reparler de l'IA générative, on va en parler tous les jours. Enfin, on va en parler un petit peu, mais disons qu'on va pas revenir sur les basiques autour de ça, parce que vous en entendez parler maintenant depuis un petit moment quand même. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que quand j'ai démarré en fait la préparation de cette table ronde avec nos invités, je me disais, tiens, ça fait un moment qu'on entend un petit peu moins parler d'IA, etc. Je me suis dit, est-ce que la hype, elle est un petit peu retombée? Est-ce que finalement, ChatGPT, c'était un soufflet comme un autre, et ça y est, on est passé à autre chose? Et puis, j'ai commencé à refaire un petit peu de recherche, et là, bizarrement, les algorithmes m'ont fait remonter plein d'informations sur l'IA. Je me suis dit, en fait, si, on parle encore beaucoup d'IA. Notamment, du coup, un concept que voulait évoquer Gaël, du coup, parmi nous aujourd'hui, c'était cette notion d'agentivité, donc c'est-à-dire une IA qui commence, en fait, à prendre un rôle au sein, en fait, notamment des entreprises, qui va pouvoir commencer à réaliser des actions de manière presque autonome. Et donc, voilà, c'est quelque chose qu'il voulait partager avec vous aujourd'hui, que je vous repartage là. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu tous ensemble. Et du coup, peut-être pour démarrer avec toi, du coup, Gillian, sur cet impact de l'IA en fait sur l'humain, parce que c'est vrai que le thème d'aujourd'hui, c'est l'humain au cœur de la transformation. L'IA, on est tous touchés. Une stat d'ailleurs hyper intéressante, je reviens sur ce qu'on a dit avant sur les millennials. Il y a une étude qui a été produite il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous l'avez vu, du Pôle Léonard de Vinci, sur 1600 étudiants français de 4e année. 99% d'entre eux utilisent ChatGPT. 99% d'entre eux utilisent ChatGPT. Et il y avait plus de 2/3 au quotidien dans leurs études. Donc on voit bien que cette nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail, évidemment, elle sera totalement utilisatrice de l'IA. Et donc, première question pour toi, pour introduire, l'impact de l'IA sur l'humain, c'est quoi un petit peu ton avis ou ta vision sur ce sujet-là? Je pense que déjà... bonjour, pardon. C'est pas mal de prendre un peu de recul aussi. On va prendre de la hauteur sur le sujet. On en entend beaucoup parler. Je pense qu'en 1 an et demi, on a eu plus de nouveautés qu'en 10 ans, 15 ans de transformation digitale. Et c'est vrai que le débat intellectuel autour de l'IA, il se structure autour de 2 paradigmes. Et je pense qu'aujourd'hui, avec quiconque, vous pourriez avoir une conversation sur l'intelligence artificielle, il faut toujours garder à l'esprit qu'en fait, on a deux visions qui s'affrontent, avec des grands acteurs derrière, évidemment. On a un paradigme substitutif, qui est de dire la machine va remplacer l'humain. Après tout, c'est juste l'étape suivante de l'évolution, et on est d'accord avec ça. Puis il y a un paradigme augmentatif, qui est un peu celui qui anime toutes nos conversations depuis le début de la journée, déjà ce matin. Et où là, on va dire, non, on n'a pas envie de se faire supplanter par la machine, donc ce qu'on va essayer de faire, c'est plutôt de donner les moyens technologiques à l'humain, d'expand, comme on dit en anglais, non, de prendre beaucoup plus de productivité, d'avoir une charge cognitive différente sur la question de la réflexion, et ainsi de suite. J'espère que jusqu'ici, vous l'aurez compris, nous, HubSpot, on est plutôt dans le paradigme augmentatif, d'accord? Ensuite, pour revenir à ta question, c'est vrai qu'il y a des inquiétudes. Oui, est-ce que l'IA va remplacer l'humain? Est-ce que finalement, elle ne va pas lisser tout le process, on va dire, créatif, ce qui est un peu notre singularité, disons. Pour moi et pour nous, pour parler pour le compte d'HubSpot, la question principale, c'est pas tellement de dire est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer l'être humain, mais plutôt de dire qui sont les personnes qui vont être les mieux placées désormais pour prendre les décisions et comment je les aide à monter en compétences, que ce soit par du change management ou des solutions technologiques déjà présentes dans leur quotidien. D'accord ? Je comprends qu'il y ait des inquiétudes, elles sont fondées, elles sont légitimes, ça va très très vite. Mais pour nous, en fait, l'intelligence artificielle dans un usage quotidien, c'est juste une façon d'apporter un surplus de créativité et justement de formaliser votre créativité. C'est-à-dire que parfois, on va avoir du mal à trouver les termes ou l'imagerie nécessaire pour montrer et monter un projet in fine. Nous, au contraire, l'IA, on la voit comme voilà, votre meilleur assistant pour justement formaliser tout ça et pour démocratiser l'innovation dans les organisations. Parce que pragmatiquement, quand on revient aux usages actuels de l'IA, il y a 3 grands pans. Il va y avoir un peu le côté réduction de la charge cognitive sur des tâches structurées, c'est-à-dire, je sais pas moi, un process de gestion des fiches de paie dans une entreprise.
Il va y avoir un renforcement justement des capacités cognitives sur des tâches non structurées, donc là où il va y avoir un besoin d'esprit critique, de réflexion, de créativité. Et puis un dernier pan qui va être un accompagnement sur les questions d'apprentissage. C'est beaucoup plus simple quand on a une IA qui nous traduit par exemple des vidéos d'apprentissage d'un cours directement dans notre langue native. D'accord ? Donc pour plutôt essayer de prendre la question à revers, de dire est-ce qu'on va être remplacé, moi je pense que c'est plutôt l'inverse, c'est de dire que aujourd'hui, déjà on est dans le machine learning, donc c'est nous qui dictons nos critères à la machine, donc on a toujours le contrôle sur elle, et je pense que si Gaël avait été là, il aurait aussi renforcé Tout à fait. ce message-là, puisqu'on a eu pas mal la conversation par le passé. Et pour prendre la question à revers, c'est plutôt se dire, est-ce que l'IA, c'est pas plutôt une injonction à développer la culture de la pensée divergente et justement la pensée de l'innovation, et de donner les moyens aux gens qui ont envie en fait de proposer des nouveautés, qui ont identifié de par leur sensibilité humaine des points d'amélioration dans les process d'expérience client ou quoi que ce soit, et de leur donner les moyens en fait de porter ces projets très rapidement à la direction et de faire avancer leur entreprise. Voilà, je pense que là on est un peu moins inquiet, j'espère. Et du coup, oui, Maxime, du coup, c'est ce que tu veux rebondir sur ce que dit Gilles, Ouais, du coup avec grand plaisir. Bonjour à tous et merci de l'invitation. On était là l'année dernière, donc c'est vrai que si on fait le petit bilan, on n'a pas été encore remplacé déjà, non, c'est vrai. Alexandre. C'est c'est très agréable de vous voir en vrai, en tant qu'humain. Depuis 1 an et demi, c'est-à-dire l'apparition de ChatGPT dans nos vies, on parle d'un Big Bang qui aurait dû apparaître, qui finalement est toujours en attente en tout cas. Donc on observe une révolution qui est profonde, parce qu'on ne parle pas que d'IA générative, on parle d'IA au travers l'image, l'analyse de l'image, la génération d'images, la transcription et le vocal aussi, voire même la création de jumeaux digitaux. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est assez impressionnant. Sauf que dans l'adoption, dans la vie de tous les jours, on ne l'a pas encore bien vu, en tout cas ce bouleversement. Moi, ce que je note, et c'est plutôt drôle, c'est que c'est une adoption qui se fait déjà indirectement. Moi, ma façon d'utiliser l'IA, c'est vraiment d'utiliser les outils qui sont boostés à l'IA dans mon entreprise. Donc, ce n'est pas mon entreprise qui les a intégrés au sein de ses process et de son organisation. Je pense qu'on est tous un peu d'accord là-dessus. Mais c'est vraiment l'utilisation d'outils qui le fait. Donc, elle est plutôt indirecte. Aussi, tendance très intéressante, c'est que je trouve que l'IA est beaucoup plus, on va dire, ancrée déjà dans une utilisation personnelle en tant que consommateur individuel. J'utilise sur mon smartphone, j'utilise sur les applications, sur Canva pour m'amuser, etc. Plus que dans le monde professionnel. Et ça, je pense que ça va avoir un énorme impact demain quand on va avoir des usages et des comportements perso qui vont entrer en tout cas dans le milieu professionnel. Et c'est là où on va avoir notamment des discussions sur je sais pas, la gouvernance de la donnée, la sécurité de la donnée, puisqu'on va avoir des usages peut-être un peu déviants par rapport à ce que le monde de l'entreprise nous demande. Et du coup, là, Gillian a un petit peu parlé aussi de ces enjeux de productivité, d'automatisation. Est-ce que finalement, c'est un peu le seul objectif ? Est-ce qu'il y a aussi des apports peut-être là dans la notion d'entreprise, sur les collaborateurs, peut-être aussi sur les managers, du coup, de cet usage de l'IA ? Oui, clairement. Juste pour revenir et juste pour faire le lien entre avant et maintenant, et cette question, juste pour vous dire que moi, ce que je pense vraiment, là où je pense que je vous mets un petit billet et on se revoit l'année prochaine, c'est que le véritable remplacement, il va se faire entre l'humain qui utilise l'IA versus l'humain qui n'utilise pas l'IA. Et les entreprises, ça va être, je pense, la même chose. Donc, je pense que c'est là-dessus où il y a vraiment quelque chose à jouer. Et évidemment, nous, chez Aircall, on est un outil de productivité. Donc, ces enjeux-là restent notre ligne de mire et notre objectif. Par contre, on profite de ce bond technologique pour aller un peu plus loin, évidemment. Pour aller un peu plus loin, notamment vis-à-vis des utilisateurs. Alors nous, on a un petit téléphone virtuel qui s'intègre sur les CRM, mais aussi sur le helpdesk. Allô okay. Pour l'utilisateur, nous, on veut se positionner comme un coach hyper compétent, toujours disponible,
en temps réel lorsque je passe mon call, pendant le call et après le call. L'idée, c'est d'avoir un conseiller qui me connaît bien, qui connaît bien mes bonnes et mes mauvaises manières, mes bonnes et mes mauvaises postures, pour me pousser de temps en temps des questions que j'aurais oubliées, m'imposer peut-être des silences, pour peut-être me pousser la bonne référence cliente qui va faire mouche par rapport au prospect. Ça, c'est vraiment sur l'utilisateur qu'on se positionne nous sur Aircall. Pour le manager, l'intelligence artificielle, ça va être le moyen d'aller brasser et d'analyser de la donnée énorme, évidemment, hein, si on doit analyser tous les calls d'une entreprise côté support ou côté sales. L'idée, c'est d'aller pointer du doigt les points d'amélioration sur le discours, sur la posture de mon collaborateur. Typiquement, et de manière très concrète, et c'est déjà possible aujourd'hui, c'est pas de la science-fiction, c'est de pouvoir aller filtrer un appel où j'ai eu un sentiment positif de la part de mon prospect ou de mon client, là où j'ai eu plusieurs fois les termes renouvellement, où j'ai quand même des intentions qui sont assez claires. Mais demain, c'est aussi, une fois que le deal va être fait peut-être, ou le deal ne sera pas fait, c'est de pouvoir faire une rétrospective sur tous les échanges de ce deal-là et de pouvoir dire voilà la secret sauce de ce bon commercial ou de ce bon account manager, et derrière de le repartager au reste de l'équipe. Ou voilà les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber puisque le deal a été perdu. Hyper intéressant. Johan, en tant que directeur marketing, question très simple. Est-ce que du coup on voit beaucoup d'usages dans le marketing autour de l'IA, que ce soit de la rédaction de contenu, que ce soit de l'optimisation de plein de choses, de création de campagnes, etc. On en reparlera d'ailleurs après avec Gillian notamment. Est-ce que tu as peur d'être remplacé par l'IA ? Pas du tout, c'est ce qu'on se dit là, c'est tout est vrai en partie, c'est vraiment l'usage de ce qu'on va en faire. Quand on voit dans le marketing et qui est très digital aujourd'hui pour aller chercher des nouveaux clients, identifier les prospects, faire de l'analyse, tout ce qu'on vient de se dire, on est quand même sur des médias avec des algorithmes tout le temps. Il y a des contenus qui font mouche, des trends, comme on dit, un peu partout. Donc en fait, ce qui est important et intéressant dans l'IA, c'est d'identifier rapidement en fait les bons sujets qui vont attirer, non pas forcément pour faire un placardage publicitaire, mais juste pour, en fait, on est dans un monde où on est submergé d'informations H24. Trouver la bonne au bon moment pour qu'on avance, et comme on dit, on avance dans les process, dans notre métier, et se donner cet avantage concurrentiel, ou même personnel de toute manière, hein, c'est là où c'est important. Donc en fait, c'est être pertinent pour ses clients au bon moment, de le faire être identifié comme la bonne solution, au bon moment, encore une fois, que ce soit pour nos clients, que ce soit pour nos prospects, que ce soit au quotidien, que ce soit à un moment donné dans la vie de l'entreprise, pour un collaborateur ou l'entreprise tout court. Donc un remplacement, non. Une complémentarité, oui. Par contre, là où je rebondis sur ce que vous disiez, est-ce que ça s'est ralenti ou pas ? C'est juste qu'il y a des impacts quand même majeurs de l'IA. Alors, autant dans le marketing, quand on crée de la donnée qui doit être visible pour tout le monde. Le but, c'est qu'elle soit visible. Quand on commence à traiter des choses qui sont confidentielles et qui sont de l'ordre de la propriété intellectuelle et notamment des brevets, etc., et avec tout ce qu'on a, ce qu'on vit avec l'IA d'un point de vue majeur structurant, c'est ce qu'on a vécu avec le cloud il y a 10 ans en arrière. Voilà. On utilise un outil externe à l'entreprise. Quid de la politique ? L'ANSSI a sorti des nouveaux guides pour ça, hein, une politique d'usage de l'IA. Ensuite, c'est quel type de données, quel type d'usage. Et puis on top, la RSE. Une requête de l'IA, vous voyez ce que ça impacte l'énergivore et le reste. Donc en gros, ça dépend aussi de nos valeurs, quoi. Moi, c'est plus ça, en fait, qui, à un moment donné, se dit on l'utilise ou on ne l'utilise pas dans un cas très concret. Après, aujourd'hui, une entreprise qui importe sa volonté, qui veut communiquer, je pense que oui, pour être rapide, pertinent et communiquer les bons messages de manière structurée rapidement, c'est un outil super bon. Toi, justement, au quotidien, tu utilises vraiment l'IA ? Un cas concret, par exemple, de ton usage ? Alors, j'essaie encore d'utiliser mon cerveau. Très bien. mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai beaucoup d'idées aussi tout le temps, et je peux comprendre que parfois je saoule mes collaborateurs à tout le temps poser des questions, quoi que ce soit. L'avantage de l'IA, ce que je disais à un collègue la dernière fois, on peut lui poser des questions, elle ne s'épuise pas. Donc, c'est sympa de challenger en fait des approches, des structures.
et puis de la challenge elle-même. Hein. C'est-à-dire, j'ai lu 2 versions des choses. Il y a ceux qui disent on fait des prompts à mort. Bah ouais, mais bon, c'est comme si on parlait à un enfant comme à un enfant. On le fait pas évoluer. Et il y a vraiment lui parler comme si c'était une personne. Et ça, c'est l'autre tendance. Donc du coup, ça l'apprend et ça lui apprend aussi à avoir ses propres approches. Et ça peut être vachement plus pertinent. Donc du coup, c'est là où il y a le caractère flippant du truc. Donc le jour où ça s'inversera, on sait jamais, hein, pour les fans de Matrix ou Terminator. Mais bon, dans l'idée, voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc challenger en fait des idées quand on est un peu structuré ou quand on se dit, on a fait ça 10 fois, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autrement, quoi? On a le process, on sait que c'est comme ça qu'on doit le faire, mais comment on va le faire autrement? Ça, c'est super intéressant. Ok. Du coup, si on rentre un petit peu plus là dans notre sujet du jour global lié à Expérience D, qui est l'expérience client, ou même l'expérience totale, comme on a vu tout à l'heure, est-ce que du coup, Gillian et Maxime, vous pourriez un petit peu nous partager des usages, des cas concrets en fait aujourd'hui de ce que vous voyez dans cet usage de l'IA pour les équipes marketing, vente, service client, qui pourrait un petit peu inspirer, donner des idées en fait à notre audience aujourd'hui sur ces usages-là? Je sais que vous êtes super bien préparé à cette question. Sûr. Donc, alors avec Maxime, parce que c'est mon meilleur partenaire, on vous a concocté un petit scénario d'entreprise augmentée qui utiliserait l'intelligence artificielle au quotidien. Et on est parti d'un cas très concret de go-to-market où finalement on aurait un DG qui tombe sur une étude de veille réglementaire et qui se rend compte qu'il y a une nouvelle norme qui va entrer en vigueur. Et se dit tiens, on a une opportunité pour relancer un produit qu'on a déjà sur l'étagère. Donc il va alpaguer son directeur commercial et dire tiens, j'ai vu ça, est-ce que tu peux aller vérifier la pertinence et voir si ça vaut le coup qu'on y aille. Dans la même journée, le directeur commercial, entre 2 meetings, il va aller interroger son CRM au travers d'un prompt, en fait, puisque l'avenir aussi de l'interaction avec votre base de données, c'est de pouvoir lui poser des questions directement. Puis il va regarder dans sa base si c'est pertinent, s'il y a des opportunités de vente croisée, upsell, cross-sell, etc. Finalement, oui, c'est bon. Donc il se dit, tiens, je vais mêler l'action juste à la réflexion. Je vais tout de suite assigner des comptes dans les territoires de mes commerciaux. Puis en fin de journée, je vais aller voir le directeur marketing pour lui demander de relancer un petit peu le sujet. Il va voir son directeur marketing. Le directeur marketing lui dit, écoute, quel directeur marketing n'a jamais le temps, c'est bien connu. Et puis il lui dit, écoute, ouais, je vais regarder. Et il regarde, effectivement, il se dit, tiens, il regarde lui un peu plus loin, il va essayer de segmenter sa base, ne pas seulement se dire, tiens, bon, potentiellement on peut vendre, mais dire, tiens, qu'est-ce que je peux vendre à ma base installée, qu'est-ce que je peux activer auprès de mes prospects, et puis il va monter une task force, on va dire, avec son équipe, et se dire, bah voilà, il y a ce sujet qui a été identifié, il y a une pertinence par rapport à nous, ce qu'on a dans notre base installée, ou déjà dans les prospects qui sont présents dans le CRM, et j'aimerais que dès demain, vous plongiez sur le sujet. Donc là, on passe de jour 1, le DG et le DIRCO, jour 2, le directeur marketing qui brief, jour 3, l'équipe marketing. Il se dit, OK, bon, bah, c'est simple, hein, on fait du marketing, c'est digital, il va nous falloir une page d'atterrissage, il va nous falloir faire un peu de promotion, donc potentiellement des posts, des réseaux sociaux, un peu de blog post, et puis voir aussi qu'est-ce qu'on a comme contenu déjà présent pour faire monter en compétence notre équipe commerciale, puisqu'il y a des commerciaux qui n'étaient pas là quand le produit était lancé. Là, on est sur un relancement, il faut aussi les aider en fait pour vendre. Et puis, bah, dans la même journée, finalement, juste après le brief, l'équipe contenu qui travaille sur un système où il y a de l'intelligence artificielle, et je ne cite pas de marque de CRM. Depuis tout à l'heure, vous avez vu que je reste dans une histoire assez anonyme. Très simplement, ils vont pondre un brief, qui vont demander à leur système, tu peux me le transformer en page d'atterrissage, en blog post et en post de réseaux sociaux. Voilà, en 3 clics, c'est fait. Et puis dès le lendemain, ils vont pouvoir activer en fait. Et là, on passe en jour 4, où finalement, sur un process qui aurait pris le temps que chacun se dise oui, j'accepte le meeting et ainsi de suite, on aurait pris minimum 2-3 semaines. Là, en 4 jours, on a déjà activé la base de données sur ce nouveau sujet. La campagne est lancée, ça génère des signaux d'intention, il y a de l'engagement sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui veulent télécharger, je ne sais pas, peut-être le contenu qui a été mis à disposition. Et tout ça, bon, bah, ça envoie des signaux via le système intégré aux commerciaux qui commencent à se dire, tiens, je vais pouvoir prioriser mes leads, je vais pouvoir commencer à travailler. Et là, je passe la main en jour 4, jour 5,
Ah, mon très cher Maxime. Oui, oui, et puis du coup, toutes les intentions qui vont être relevées au travers des différents canaux que tu as mentionnés vont pouvoir être activées. Alors nous, on adore le call chez Aircall, mais ça peut être par un autre moyen. Mais en tout cas, appeler tout simplement ces leads qui ont été capturés. Toutes ces conversations vont être derrière résumées, avec de l'IA, poussé à l'intérieur du CRM pour potentiellement déjà loguer toutes ces informations-là, mais aussi pour faire la passation avec le collaborateur ou le commercial, en tout cas, qui prendra la suite. Ça, c'est activable très rapidement. Et là, on passe au jour 5 où le prospect, qui a peut-être une question, réappellera en tout cas le commercial. La fiche prospect va remonter avec toutes les informations issues de tous les échanges précédents. Donc, une fiche qui va être enrichie, complète et partagée dans toute l'organisation. Et évidemment, passer ce call-là, plus besoin de prendre des notes, plus besoin d'une longue préparation aussi d'un point de vue commercial. On connaît maintenant la pression qu'il y a sur les commerciaux et souvent on enchaîne les calls tous les 30 minutes. Vous connaissez peut-être ça, donc là aussi c'est beaucoup plus de sérénité dans le processus et de personnalisation côté prospect. J'ai vu que c'était une des réponses tout à l'heure à ta question. Et enfin, on se focalise sur la conversation. Donc ça, c'est important. Passer, on va dire, un mois, une fois que le prospect est devenu client, on reste positif dans ce cas-là. Dès que le client, du coup, ouvrira, par exemple, un ticket dans son helpdesk, ce ticket sera évidemment assigné à son account manager qui pourra visionner l'intégralité des précédents échanges, de comprendre aussi les opportunités d'upsell qui seront potentiellement identifiées. Et s'il y a deal, l'idée c'est que l'account manager puisse envoyer directement, une fois le call échangé, un SMS par exemple, on parlait tout à l'heure de NPS ou de CSAT, via notre plateforme par exemple, et qui sera demain également logué à l'intérieur d'HubSpot. L'idée, donc la petite démonstration qu'on voulait faire avec Gillian, c'est que on s'interroge et on s'enrichit. Il y a flux et reflux. Chaque information qui est dans le CRM est utilisée lors de l'appel. Chaque information enrichie et retranscrite lors de l'appel enrichit le CRM. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment une plateforme qui soit la plus complète, la plus robuste possible pour accompagner le client. On y croit à leur histoire? Ouais, c'est convaincant? Ça a l'air magique comme ça. Ça a l'air magique comme ça. Hein. Je vais dire quelque chose qu'on m'a déjà dit avec ce genre d'explication, c'est à t'écouter, ça va se faire tout seul. Ouais. Donc oui, c'est un monde idéal. Oui, franchement, c'est, je pense, les process cibles à avoir. Après, une base de données sans données qui n'est pas mise à jour, ça sert à rien. Et malheureusement, après tout ça, ça marche pas. Voilà, la vérité, c'est ça. Tu disais... discuter avec une base de données, ça va être important. Les débuts un peu de tout ce qui était business intelligence, et notamment les prémices Microsoft là-dessus avec Power BI, c'était justement de parler, on va dire, une approche linguistique voilà, sur la requête de données. C'est plus complexe que ça, quoi. Donc c'est vrai que sur la partie IA, l'avantage, c'est qu'il y a les données, elles n'ont pas besoin d'être structurées. D'autres, si. Mais dans tous les cas, on m'a toujours dit, et surtout des impléments... Ceux qui implémentent des bases de données, c'est shit in, shit out. Désolé, mais c'est la vérité. Donc du coup, quand on insère des données qui ne sont pas vérifiées, où on ne sait pas justement comment elle a été créée, et d'aligner tout ça avec les process cibles qu'on souhaite avoir, et je vous rejoins, hein, je travaille tous les jours sur ce que vous dites. C'est là où il y a le problème. Ouais. Voilà. Donc, en effet, quand le marketing est trop détaché de la vente, la vente se dit de toute façon, lui, il n'est pas dans mon monde, il raconte que des bêtises. Et c'est parce que le marketing, quand même, on est quelques coups d'avance, on va dire, on travaille sur ce qui va se passer un peu dans le futur. Et les commerciaux, c'est comment ils vont closer leur trimestre, quoi, voire le mois. Voilà. Donc déjà, on est dans une approche, il faut aligner les temporalités. Donc si on pense pas, et on parle tout le temps de pipeline, c'est ce que je leur dis toute la journée, mais en même temps, enlève ton siphon au lavabo, il y a une fuite. Voilà. Donc comment tu veux closer si en fait on n'a pas aligné les choses? Donc il faut qu'on se parle. Il faut qu'on mette en place des modèles, en fait, un langage et une maturité qui soit la même. Et là, ça marche. Voilà. Après, on intègre des modèles supplémentaires, téléphoniques ou pas. Ça, c'est libre à chacun et le business de chacun. Mais c'est vrai que alors, tout ce qui est monde start-up et tout sont plutôt dans cette approche-là. D'autres, un peu moins. Donc, il faut... Alors, voilà.
Je comprends que tu sois dans le ici et maintenant, mais je vais te demander de suspendre ton incrédulité pour 1 minute, puisqu'on est dans un scénario d'entreprise augmentée. Donc pour revenir au sujet sur la donnée, ça veut dire que ton CRM a déjà digéré, structuré, dédoublonné ta donnée, et elle est déjà propre. Il ne fallait pas l'oublier, ça. On est en entreprise augmentée. On est dans l'entreprise augmentée, tout à fait. Quel horizon ? Tout de suite. Okay. Tout de suite. Du reste, sur cette question de la donnée, tout de suite. Et grosse annonce HubSpot fin d'année, mais j'en dis pas plus. Ah, en septembre ? Ouais, inbound. Très bien. Du coup, c'est vrai que chez Lead Agency, on a l'occasion aussi au sein de notre Lab Innovation de travailler sur beaucoup de choses autour de l'IA. Ce qu'on voulait aussi vous partager, c'est un des cas d'usage qu'on a chez nous, c'est avec la plateforme Discord qu'on utilise pour échanger en fait au quotidien entre les collaborateurs, et on a intégré en fait directement l'IA et notamment sa dernière version, la dernière version de ChatGPT, donc 4.4-O, c'est ça comme on dit 4.4-O, pour justement nous permettre, nous collaborateurs chez Lead Agency, de profiter en fait d'une IA qui est directement intégrée dans notre outil collaboratif, dans notre outil d'échange, et qui nous permet en fait de l'interroger, de nous appuyer dessus en fait, par exemple au marketing pour réécrire des titres, pour retravailler des introductions, des conclusions, donc beaucoup dans la rédaction de contenu, et on s'interdit pas effectivement demain de connecter aussi tout ça avec notre CRM pour aller justement requêter directement dans la base de données. Voilà. Donc ça, c'est un usage que nous on a au quotidien, c'est quelque chose qu'on a déployé aussi pour France Travail, et qui permet aujourd'hui à des demandeurs d'emploi en fait d'aller tout simplement, l'IA va leur poser des questions pour creuser un petit peu plus leur profil, et également leur proposer en fait des offres qui sont en adéquation en fait avec leur profil, en tout cas ce qu'ils recherchent de manière beaucoup plus précise. Ça, c'est des POC qu'on met en place notamment avec France Travail, mais avec plein d'autres entreprises. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à venir échanger avec nos équipes sur ces sujets-là. Ils seront ravis de pouvoir vous répondre. On n'oublie pas les petites questions. On peut plus trop afficher au début parce que ça marche pas trop, mais les questions sont quand même prises. Je suis désolé, on en a raté plein sur la table ronde d'avant. Donc pardon pour ça, c'est un petit bug de l'outil. Donc n'hésitez pas à utiliser le numéro de téléphone ou l'app, et on prendra toutes les questions à la fin, promis, on essaiera de toutes les prendre. Oui. Je veux juste rajouter quelque chose à ce que tu viens de dire. Pour France Travail, c'est un super projet, mais ce que je trouve vraiment passionnant moi avec l'IA, c'est le fait qu'elle soit hyper accessible. Il suffit d'une connexion Internet gratuite, alors pour certains, et du coup qu'elle crée une harmonie entre les gens, quel que soit leur background, quelle que soit leur culture, quel que soit leur niveau social, sur un accès à la connaissance qui soit infini. Et ça, je trouve que c'est ça la merveille dans l'intelligence artificielle, ça qu'il faut aussi maîtriser pour pas que... je crois que j'ai vu là, les profs utilisent des modèles maintenant pour vérifier où est-ce que l'intelligence artificielle a été utilisée, donc les 99% que tu me disais. Donc le 1%, je sais pas ce qu'ils faisaient, mais en tout cas... mais voilà, il y a cette promesse-là d'infini et d'accessibilité aussi globale. Elle est quand même à mettre en perspective sur tout ce qu'on se dit et sur tous les impacts ou peurs qu'on pourrait avoir en parallèle. Je rebondis sur ce que tu disais aussi, Johan. Là, je voudrais avancer un petit peu sur cette adoption au sein des entreprises. Tu parlais beaucoup d'enjeux comme le cloud, on avait connu il y a 10 ans, sur les enjeux de sécurité, de données, etc. Justement, comment toi tu fais en fait au quotidien? Est-ce que tu as demandé l'autorisation? Est-ce qu'il y a des réglementations qui sont mises en place je sais pas, pour interdire certains usages? Comment ça se passe en fait l'intégration de l'IA au sein même de l'entreprise par rapport à tous ces enjeux, notamment de données? Justement, on a fait un événement en janvier dernier avec, on a une agence sur Lyon-Verbrigné et avec l'ensemble des clients de cette région-là, parce qu'on est présent dans 13 régions. Enfin, pardon, on a 13 agences, un peu partout en France et en Suisse. Et donc, du coup, c'était un des sujets, une des questions qu'on leur a posées, justement. Donc, il y en a qui commençaient directement avec l'IA générative, d'autres qui avaient commencé vachement avant, qui s'étaient pris un peu des portes et d'autres choses. Donc, c'était hyper intéressant là-dessus. Et en effet, ce qui en ressortait majoritairement, c'était un code d'usage. On ne peut pas laisser faire n'importe quoi. C'est trop puissant et c'est trop risqué. Donc en fait, en plus, comment ils travaillent sur les modèles de données. Alors là, on a les modèles de données publics, j'entends. Il y a, avec Claude version 2 ou 3 aujourd'hui, je ne sais plus. Hein. Donc la possibilité aussi de créer ses propres modèles, de voir aussi leur injecter et de lui apprendre avec les données qu'on souhaite choisir nous et lui donner. Hein. Donc ça, c'est hyper important. Parce que là, il peut y avoir dans l'usage des biais graves d'informations ou même des attaques qui sont un petit peu avec...
subtil, puisqu'en fait, tous les jours, on va apprendre un petit peu une mauvaise chose à l'IA pour lui faire apprendre des mauvaises choses encore. Et tout doucement, l'entreprise s'en rend pas compte, mais prendra des mauvaises décisions. Ça, c'est des attaques assez nouvelles déjà sur ces modèles-là. Donc, contrôler, vérifier ce qu'on en fait, quelles sources on utilise. Je dis pas de ne pas l'utiliser, encore une fois, mais faire attention là-dessus, c'est hyper important. Et c'est là où tout transforme, rien ne se perd. Hein. C'est comme avec le cloud de départ. Tout le monde faisait, allez, on met tout dehors, on utilise des outils externes. Et après, on s'est dit, mais oulala, on perd le contrôle sur tout. Quand c'était un peu des traitements de texte, d'accord. Là, on parle vraiment des données claires à l'entreprise. Et puis, si on lève encore plus le débat, la donnée, aujourd'hui, dans un monde complètement numérique et les problèmes de géopolitique qu'il peut y avoir aussi, c'est risqué. Donc, c'est pour ça que l'ANSSI a vite sorti aussi ce guide d'usage, parce que s'il y avait un truc à retenir, c'est ça. Le reste, j'ai presque envie de dire, c'est du process, c'est de la technique, c'est de la donnée propre à l'activité et à ce qu'on veut en faire dans l'usage. Mais ce cadre-là est hyper important. Et pour en revenir à la thématique de l'après-midi sur l'humain, comment tu en parles avec ton codir et aussi avec tes collaborateurs? Ça m'intéresse cet avis ascendant et descendant en fait en tant que directeur marketing. Comment tu parles de l'IA? Est-ce que tu encourages? Est-ce que tu décourages? Comment ça se passe? Ça a été un vrai sujet interne. Justement, on accompagne tous les clients là-dessus, donc on se doit d'avoir aussi un avis dessus très clair. Moi, pour mon projet interne, on avait travaillé justement avec Gaël sur ton chatbot aussi dont tu parles, parce que l'important, c'était comment intégrer l'IA dans nos usages, et notamment marketing, pour tout ce qu'on disait en début, c'est-à-dire le contenu, l'approche, la pertinence, l'analyse des clients, quels sont ceux qu'on peut identifier rapidement pour les toucher rapidement, pour faire du cross-sell, etc., comme toute boîte. Par contre, c'était ne pas lui faire dire n'importe quoi et contrôler. Donc l'idée, c'était de dire, on va peut-être faire des choses, nous, créer du contenu avec notre âme et apprendre à une IA, en fait, d'apprendre notre manière de faire, notre culture, nos approches pour qu'elle écrive la même chose. Ou en tout cas, qu'elle s'en inspire. Et c'était un peu le but du projet qui est toujours en cours. Donc ça, c'est des sujets, par exemple, qu'on a en parallèle. Je ne parle pas des sujets clients qu'on a d'intégration, que ce soit en monde hybride, cloud, etc. Là, c'est vraiment une entreprise à son projet, quoi. Mais en tout cas, nous, c'était déjà cette réflexion à avoir. Ensuite, d'un point de vue utilisateur augmenté, là, il n'y a pas vraiment encore de politique claire, mais déjà challenger les textes et les approches qu'on nous propose, parce qu'on a un certain nombre d'experts. C'est des experts techniques, hein, souvent, ils n'ont pas non plus super plume, c'est pas ce qu'on leur demande. Ça, voilà. Donc du coup, à un moment donné, c'est comment on allie les deux. Le sujet d'expertise qu'ils peuvent avoir, mais organisé, structuré sur une approche qui soit compréhensible et encore une fois, qui touche les bonnes personnes au bon moment. Donc c'est là où en fait il y a ces échanges qui sont régulés et comment on va poster sur quelle plateforme. C'est marrant, ça me fait penser à deux features d'HubSpot, ce que tu dis. Le Brand Voice, de dire comment l'IA va produire du contenu qui sera aligné avec le ton de notre marque, ton public. Premier cas d'usage. Deuxième cas d'usage, c'est-à-dire la reformulation. Effectivement, je suis le premier à ne pas vous recommander de pousser directement ce qui a été généré par l'IA. Par contre, nous, en l'occurrence, dans HubSpot, on a une feature où effectivement vous produisez un texte, ou vous avez demandé à l'IA de produire un texte, et puis très simplement, vous avez un menu déroulant en disant je veux changer le ton, je veux que ce soit plus formel, plus amical, et ainsi de suite. Alors, j'ai pas testé le Brand Kit, je l'ai vu, pas encore. Je crois que ça ne rentrait pas dans les nouvelles tarifications qu'on a prises récemment. Il est incroyable. L'approche content, je ne l'ai pas vu venir. Et par contre, oui, tester la génération à l'intérieur des blogs, j'ai trouvé ça super pertinent. En tout cas, ça te pose directement et dans ton environnement de travail, justement, les axes à partir d'idées. Ça, j'ai trouvé ça hyper pertinent que vous l'ayez intégré. Et notamment quand tu as une prise de parole experte, en fait. Comment ne pas perdre l'essence de l'expertise, mais l'enrober d'un pactage, d'une enveloppe un peu plus attrayante. Ça, c'est clair. Parce que souvent, ils sont tout feu, tout flamme, mais ils sont confrontés au frein de et puis la fréquence et la difficulté en fait de l'exercice. Donc là, en fait, c'est clair, c'est un usage hyper identifié. Et on voulait donc, avant qu'on voit dans HubSpot, travailler avec Id Agency sur le côté justement Brand Kit. Maxime, tu voulais rebondir? Alors, pas du tout features, pas du tout produits. Juste, comme on disait tout à l'heure, il y a de plus en plus d'usages perso qui rentrent dans le pro. Il y a des clés, là, comme tu disais, au niveau de la sécurité, etc., qui sont majeures, en tout cas des notions majeures. On voit aussi des boîtes qui internalisent aussi,
on va dire, l'école de l'IA au sein, je sais pas, j'ai vu par exemple PwC qui le fait, plutôt que de réprimer. Alors on a eu des chartes au début dans toutes les boîtes tech parce qu'on utilisait un peu de ChatGPT, il y a eu des fuites au niveau des codes sources, etc. Plutôt que de réprimer, on voit aussi maintenant une phase un peu plus d'enseignement, en tout cas, de l'IA, l'internalisation aussi, une certaine formation dans les boîtes pour justement donner les bonnes pratiques et diffuser en même temps. Donc je trouve que c'est peut-être l'enjeu là de cette année. Maintenant qu'on a des produits qui deviennent matures sur l'IA, maintenant qu'on a une utilisation assez prononcée en tout cas sur celle-ci, je pense que maintenant, les grosses boîtes notamment, alors peut-être les petites aussi, hein, vous ferez le choix, mais je pense que l'éducation autour de ce sujet-là va devenir majeure et c'est hyper positif en tout cas pour la rétention des collaborateurs, pour la diffusion des bonnes pratiques, pour le mélange entre des personnes un peu plus seniors, un peu moins seniors, etc. C'est un vrai enjeu et un vrai levier, je pense, pour l'entreprise augmentée. Ouais. Dernière question pour terminer, et je pense qu'après on a pas mal de questions. Tom, il me confirme effectivement qu'on en a plusieurs, et une première qui est déjà affichée, donc continue d'en poser, on en prendra quelques-unes. Si on devait donner un petit conseil à toutes ces entreprises aujourd'hui qui sont présentes, rapidement en fait sur ce bon usage en fait de l'IA, est-ce que c'est de se dire déjà utilisons celle qui est présente dans les outils qu'on utilise au quotidien et servons-nous-en en fait pour déjà en fait prendre conscience des capacités de l'IA, et voilà, et puis peut-être d'avoir un second temps un peu plus poussé, un peu plus lointain sur cette intégration de l'IA un peu plus profonde dans l'entreprise. C'est quoi un petit peu là, si on devait résumer là en quelques minutes vos conseils par rapport à cet usage? Moi, ça va être très personnel ce que je vais dire, mais Tu peux. rogner du temps sur justement des tâches un peu laborieuses en faisant confiance un peu à l'IA, avec tout ce qui est déjà embed, enfin qui est déjà dans les systèmes. Vous utilisez tous des outils différents. Nous, chez HubSpot, on a des agents de contenu à chaque étape, que ce soit pour rédiger un email de prospection, on parlait tout à l'heure de publier du contenu et ainsi de suite. Laissez un peu l'IA faire, en tout cas, regardez par-dessus, mais rogner du temps là-dessus. Et gagner du temps sur ce que je vous disais tout à l'heure, qui est vraiment cultiver la pensée divergente, quoi. Enfin, pour moi, le caractère innovant, c'est aussi une façon de redorer le blason de vos collaborateurs et de justement ne pas les laisser se faire submerger par cette révolution et dire ah là là, j'ai plus ma place. Au contraire, tu as encore plus ta place parce que maintenant que tu passes plus 3 heures à me faire un chemin de conversion, et ben, tu as 2 heures pour réfléchir justement à tiens. Et si on activait ce canal-là plus tôt, j'ai demandé à ChatGPT qui m'a dit que tant de pourcents et ainsi de suite. Vraiment cultiver la pensée divergente. Je pense que ce soit dans une grande ou une petite organisation, c'est toujours vertueux. Super, merci beaucoup Gian. On va prendre les questions. Tu voulais peut-être... je suis désolé, je vous ai coupé un peu vite, mais si vous restez en une minute... J'en ai oublié même la question. Tu vois. Ah, c'était sur les conseils qu'on pourrait donner aux entreprises sur cette adoption de l'IA en fait. Oui, ok, pardon. Je te rejoins déjà, en effet. Moi, déjà, c'est identifier les sources. Où est-ce que ça a été intégré partout? Parce que ça, pour une entreprise, en tout cas, ça peut être grave. Donc déjà, ne serait-ce que ça. Et puis après, en effet, pas réprimander, comme tu disais, mais juste contrôler et dire, OK, il y a des choses qu'on peut faire, d'autres pas, d'autres différemment. Voilà, ça, encore une fois, je pense que c'est hyper important. Ouais. Donc, la base. Très bien. Max, tu veux... Ouais, je suis assez d'accord. Donc, allez-y à fond. En tout cas, sur la partie produit, je pense que c'est le virage à prendre. C'est pas encore trop tard, mais ça commence à être un peu rouge. Donc, faut y aller en tout cas sur la partie produit. Après, sur l'adoption en interne, mettez-y un cadre, en tout cas, on va pas dire légal, mais en tout cas, tracez des lignes rouges sur ce qui est possible, pas possible. Beaucoup d'éducation aussi pour créer en tout cas les bonnes pratiques et les harmoniser. Et puis derrière, je pense qu'on en saura grandi. Voilà. Merci à tous les trois. On va prendre quelques questions du coup pour avancer. Selon vous, est-il plus efficace donc d'entretenir ou d'alimenter son IA plutôt que d'utiliser des prompts optimisés du mieux possible? Bon, là, on est dans l'usage très très concret. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut se lancer. Gaël aurait certainement eu des réponses peut-être plus techniques, mais... Parce qu'on en a un peu parlé aussi avec Gaël justement là-dessus et puis avec nos clients en début d'année. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire je pense qu'entretenir déjà son IA personnellement, c'est quand même du temps, il faut des compétences, il faut du matériel.
Si on veut internaliser certaines choses, c'est simple. Je crois, pour ne pas les citer, HP, leur premier niveau de serveur pour commencer sur des modèles d'IA, c'est 200 000 €. Donc, intégrer un projet complètement, ce n'est pas à la portée de tout le monde, premièrement. Donc, les compétences, le matériel, savoir si on fait bien les choses, les profils d'analystes, etc., ça coûte. Par contre, à un moment donné, les enjeux, c'est clair, si vous avez un enjeu dramatique là-dessus, il vaut mieux le faire. Mais après, maîtriser simplement des prompts, et puis déjà, pour comprendre, c'est la base. Donc, et s'entourer, on va dire, de personnes qui, justement, jouent avec, parce que sinon, c'est conceptuel et on ne peut pas le mettre en pratique. C'était une bonne réponse. Bien joué. On parle d'IA générative qui est massivement utilisée aujourd'hui. Est-ce que finalement le futur, c'est pas l'IA prédictive? Ça rejoint un petit peu les réponses qu'on a eues là sur le sondage qui mettait plus en avant cet enjeu de prédictivité. Ça rejoint aussi les notions de données, les notions de CRM. Gélian, si tu veux te lancer. Ouais, ça accompagne un peu le mouvement de l'IA aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, on était sur des datasets qui étaient quand même statiques. Donc c'est comme ça qu'on apprenait à notre machine. Et puis finalement, elle devait prédire dans un passé qui était déjà révolu. Sur des modèles dynamiques comme ce qui est en train un peu d'être mis en place à droite, à gauche, je pense qu'on arrivera, et j'en parlais ce matin, mais on arrivera très rapidement vers ce pouvoir de suggestion, cet insight en fait, qui a été une promesse pendant longtemps avec l'intelligence artificielle. À la sortie de l'hiver de l'IA, on voyait l'intelligence artificielle partout, c'était le buzzword. Finalement, il est tombé en désuétude il y a 4-5 ans jusqu'à ce que les capacités de calcul permettent de lancer des projets d'IA générative en pensant au user final. Ouais, je pense que la prédictivité, c'est notre avenir très proche et il faut s'en réjouir aussi. On va prendre une dernière question, parce qu'après, il faut qu'on puisse enchaîner. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'uniformisation, de convergence par l'usage massif de l'IA, notamment dans la communication? Ça, c'est vrai que c'est une des questions qui m'intéresse aussi moi beaucoup. Tu as parlé du fameux Brand Voice, donc, qui permet aujourd'hui beaucoup, on le retrouve dans plusieurs outils, d'avoir une IA en fait, qui s'adapte finalement aux guidelines, on va dire, de ton, de discours, etc., de plateformes de marque. Mais malgré tout, on voit quand même, par exemple, je vois sur LinkedIn régulièrement des gens utilisent aujourd'hui des IA pour faire leurs posts. Bon, ça se voit un petit peu. On voit dans des mails de commerciaux qui sont envoyés que ça respire beaucoup l'IA. Il y a des termes qu'on retrouve très souvent qui ne sont pas gommés parce qu'on n'a pas forcément les bons prompts, etc. Est-ce que finalement, si on utilise tous les mêmes IA, on ne va pas se retrouver à avoir une communication qui sera plate et uniforme? Je vais être un peu périphérique. Je vais tourner autour de ta question sans peut-être y répondre. L'uniformisation, j'y crois pas trop parce que maintenant, l'enjeu, ça va être vraiment d'utiliser les outils pour mettre, comme vous disiez, ce qui est unique en tout cas de la boîte, même généré par l'IA, et aussi aller nourrir l'IA par ses propres et ses anciens peut-être blogs, etc. Donc ça, j'y crois pas trop. Saturation, oui, ça c'est clair. On va être saturé de contenu. Ce que tu disais là, par contre, moi, en tant que... Allez, je suis quand même dans la fonction commerciale. Je pense que le marché va faire son travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vas recevoir 50 mêmes mails qui aura à peu près le même modèle, eh ben, tu y répondras pas. Et l'entreprise qui te l'a envoyé, voilà. Mais à un moment donné, ça va se réguler. C'est juste que là, aujourd'hui, c'est dans une masse tellement énorme et le focus est tellement porté sur l'IA et la personne qui te l'a envoyé, on en a envoyé peut-être 1 million à côté. Le temps qu'on fasse un peu le bilan, je pense que ça va se réguler comme tout. Au moins, il n'y a plus de fautes d'orthographe et de grammaire. Ouais, c'est vrai. Oui, mais alors, pour rebondir là-dessus, on parle plein de technologies, mais surtout l'expérience utilisateur. Finalement, au final, faut pas oublier à la base qu'on est des êtres humains, quoi. Si tu gommes tous les biais de l'humain, ça sert à quoi? Voilà. Donc du coup, c'est juste ça en fait qui demande pour moi une attention. On peut se challenger, je trouve, dans l'usage, mais garder ces traits particuliers par rapport à ça, notre façon de faire, notre approche humaine des choses, c'est pour moi la plus importante, quoi. C'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup, Yoann. Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui parmi nous. Merci beaucoup. Vous pouvez beaucoup. les applaudir. Si vous avez d'autres questions, on profitera après du coup de l'événement pour continuer avec eux. Et en tout cas, merci encore d'être venus.